Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer à observer les mouvements principalement de l'or et les différents éléments importants qui se sont passés dans les milieux financiers en Europe et surtout aux États-Unis où depuis l'élection de Donald Trump, eh bien, on est toujours dans l'incertitude de la position qui va être adoptée pour les mandats de Donald Trump, sa conduite, la manière dont il va diriger le pays, ça reste quand même un flou artistique et c'est ce que nous allons essayer de développer au cours de cette vidéo. Alors pour commencer, eh bien, venons sur l'or. L'or continue sur sa lancée. Comme vous l'avez remarqué, eh bien, il vient de franchir sensiblement les 3000 $. Il frôle les 2900, 3000, 3002. Est attendu sans doute pour les prochains mois. Et il faut savoir que ce mouvement s'est quand même fait relativement vite parce qu'on est passé finalement en à peine 12 mois de 2000 à 3000 $ alors qu'il avait fallu quasiment 4 ans pour que l'or, franchisse les 2000 $. Et donc, on peut dire qu'il y a eu vraiment une forte poussée de l'or ces derniers mois. Et donc, la question qui serait amenée à se poser, est-ce que l'or va continuer sur sa lancée ou pas? Eh bien, les incertitudes sont toujours un peu à l'avant-plan. Certains disent que la situation étant vraiment incertaine à tout niveau, tant au niveau géopolitique que crise financière dans le monde, stabilité financière, confiance dans les institutions financières et également les politiques des grands États, eh bien, plus rien n'est clair et donc incertitude est liée évidemment toujours avec augmentation de l'or. Et d'un autre côté, eh bien, il y a des analystes financiers qui semblent aller de plus en plus vers une tendance à dire que finalement la progression de l'or, aussi rapide qu'elle a été au cours de cette année, eh bien, elle est supposée que tous les indicateurs et tous les variables qui sont susceptibles de faire monter l'or auraient déjà été pris en compte dans le prix de l'or et que donc celui-ci ne devrait plus franchir de grosses étapes dans la montée dans les prochains mois ou prochaines années. Donc, comme vous l'aurez compris, eh bien, les 3000 $ semblent ici atteints et à mon avis, c'est un plancher. Et va-t-il continuer à monter ou pas? Eh bien là, il y a même également des incertitudes au niveau des tendances et comme on dit, eh bien, l'avenir nous l'apprendra. De plus, eh bien, pour rappel, vous aurez constaté que suivant la devise dans laquelle vous vous référez pour voir la valeur de l'or, eh bien, l'or a une solidité qui est différente. L'or est d'autant plus solide s'il est calculé en euros, en livres sterling ou même en francs suisses. Et je vous rappelle que le dollar est aussi à son plus haut niveau. Il touche et il est proche de son sommet historique selon les principaux indices. Ensuite, eh bien, comme vous l'aurez compris, eh bien, l'or reste le centre d'attraction et pas seulement des particuliers, des investisseurs, des amoureux de l'or, mais également des marchés et aussi de la Maison-Blanche. En effet, eh bien, il n'y a pas que le prix de l'or qui intéresse tout le monde, mais il y a également les audits sur les réserves stratégiques des États-Unis. Et tout cela, eh bien, ça aiguise l'attention et ça entraîne aussi beaucoup de curiosité, même à des personnes qui, par le passé, eh bien, ne s'intéressaient pas du tout au métal jaune. En effet, ça, je vous renvoie à ma vidéo précédente où je vous parlais évidemment déjà de cette fameuse audit qui allait avoir lieu sur les réserves d'or américaines qui se trouvent à Fort Knox dans un domaine militaire ultra sécurisé. Et Donald Trump a d'ailleurs décidé d'y aller faire un petit tour avec Elon Musk. Ce sera sans doute surtout un côté médiatique puisque leur but ce sera d'aller faire soi-disant un audit de l'or, mais c'est surtout une façon de mettre et de couper coup aux rumeurs qui ont été invoquées certaines personnes, qui prétendaient que l'or qui se trouvait là-bas n'existait plus, avait été vendu, remplacé par des briques qui seraient transformées pour faire ressembler à de l'or, mais que l'or en tant que tel n'existerait plus. Donc, le but premier, c'est
pas nécessairement de faire un audit et de peser le poids de l'or et voir s'il existe toujours et s'il n'en manque pas un lingot, etc. Le but premier, c'est surtout un but médiatique, c'est de montrer au monde et de rassurer le monde que les réserves d'or existent toujours bien dans Fort Knox comme réserve fédérale. Selon Scott Bessent, le secrétaire au Trésor des USA, eh bien, il a récemment déclaré qu'au cours des 12 prochains mois, ils allaient essayer de monétiser les actifs du bilan pour le peuple américain. Et pour ça, eh bien, ils doivent faire le tour de tout l'actif disponible et pour ça, ils en profitent pour refaire le tour des actifs de l'or essentiellement et du reste des actifs qui sont au sein du bilan des États-Unis. Et pour lui, eh bien, il dit que c'est une bonne chose parce qu'on parle toujours de la dette des États-Unis qui est exorbitant, mais on oublie de parler de l'actif et que ça va un peu faire du bien et donner un peu d'air et de respiration et ça redonnera le moral et un peu de vitamine que d'entendre un peu du positif au lieu de toujours un discours négatif et lié à une dette exorbitante. On sait évidemment que les États-Unis disposent d'énormément d'actifs et d'actifs qu'ils pourraient évidemment louer, monétiser ou même vendre sans mettre en péril la sécurité du pays. Et on peut parler par exemple des droits miniers, des droits d'exploitation, la propriété intellectuelle, les ondes radio, des couloirs aériens et même des droits au développement immobilier et à la vente de terres dans des zones non sensibles. Évidemment, personne ne sait exactement combien est évalué ces actifs, personne ne le sait, mais une chose est sûre, ça pourrait néanmoins être utile pour rembourser la dette phénoménale nationale. Alors, puisque nous parlons d'actifs, eh bien, l'actif qui nous intéresse le plus, et surtout ceux qui adorent le métal jaune, eh bien, c'est l'or, l'or détenu par les États-Unis. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ben, l'or est détenu donc à Fort Knox et on estime, puisqu'on ne sait jamais exactement la quantité exacte d'or que les États-Unis détiennent, mais on parle en moyenne de 8000 tonnes d'or, ce qui équivaut à peu près à 770 milliards de dollars. Évidemment, si les États-Unis étaient vraiment dans les difficultés, bien, pourquoi ne pas vendre une fraction de l'or pour obtenir des liquidités et ainsi renflouer les caisses des États américains? Mais ce serait une énorme erreur parce que ce serait une répercussion au niveau mondial et automatiquement, eh bien, il y aurait une baisse du prix de l'or, ce qui entraînerait une baisse de la quantité d'or restant dans les réserves des États-Unis. Donc, ça serait une mauvaise opération pour eux. Au contraire, ils devraient plutôt continuer à acheter de l'or pour renforcer la confiance dans le dollar et non en vendre. Une deuxième théorie qui est mise de plus en plus au vu et au su de tout le monde, c'est la monétisation de l'or. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, j'en rappelle un bref aperçu. Eh bien, c'est qu'en fait, on voudrait modifier la valeur de l'or qui est attribuée à l'or qui est en réserve aux États-Unis. En effet, l'or qui est détenu dans les réserves américaines, eh bien, ça remonte à l'époque de Roosevelt en 1934, qui a donc dans un décret déclaré que l'or était évalué à 42 $ l'once. Et si donc on revenait sur ce décret et qu'on le modifierait en conséquent et le ramener à la valeur actuelle de l'or, eh bien là, vous imaginez que la quantité d'or qui serait évaluée à la valeur actuelle, eh bien, serait sensiblement beaucoup plus fort et viendrait compenser évidemment la dette américaine déjà avec un meilleur boni et réduirait évidemment l'écart entre l'actif et le passif et permettrait ainsi aux États-Unis de pouvoir de nouveau avoir des liquidités et de pouvoir continuer à s'endetter parce qu'ils ont un actif suffisant qui viendrait couvrir les dettes. Évidemment, ce n'est pas en fait un flux monétaire, ce n'est juste qu'un écrit comptable et au fait, ça n'aurait qu'un effet à court terme, mais sur le long terme, ça ne serait pas très avantageux. Il faut bien dire que ça reste toujours
les procédures les plus avantageuses pour un pays, c'est toujours les droits douaniers, euh, les impôts et les locations qui restent évidemment le meilleur moyen, évidemment, de renflouer les caisses de l'État américain et pas ce système de monétisation qui aura un effet finalement ponctuel et éphémère. Une fois que ça aura été fait, que l'évaluation aura été faite, eh bien, ça n'aura plus aucune efficacité et donc il faut donc en revenir aux vieilles méthodes qui restent toujours, comme je vous le dis, les meilleures méthodes, c'est toujours les impôts, les locations et évidemment les tarifs et les droits de douane. Trump fait un petit peu le tour de la maison, dira-t-on. Il fait le tour des actifs, des passifs et évidemment des dossiers sensibles qui ont été cachés à la population et qui actuellement il retire du terme de top secret. Et donc chacun pourra aller faire le tour et lire à sa guise. Il y a plusieurs dossiers qu'il vient de retirer des archives secrètes de la CIA, etc. Et donc, on voit qu'il fait un petit peu le tour du propriétaire. C'est comme ça qu'on pourrait un peu résumer sa façon, comment il aborde en tout cas son mandat. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de son mandat? Ben, c'est que les 100 premiers jours d'un président ben, sont souvent fort attendus par tout le monde parce qu'on essaie de voir un petit peu la marche qu'il va suivre pendant son mandat. Et ici, il nous avait promis énormément de choses et il faut bien dire qu'on reste un petit peu sur notre faim puisqu'on arrive pratiquement déjà au bout des 100 jours de sa présidence et au fond, ben, il n'y a pas grand-chose qui est franchement changé. On a l'impression que c'est un peu le flou artistique. Il y a des choses sur lesquelles il avance, qu'il n'avait pas parlé, des choses sur lesquelles il n'a rien dit et qu'il est en train de faire, et il y a des choses qui apparemment il a promis et qui ont un peu de difficulté à se manifester. Alors, le premier point qu'on peut retenir, eh bien, c'est qu'il nous avait promis qu'il allait régler les guerres en moins de 2, qu'en 2-3 jours, les guerres seraient arrêtées. Eh bien, on peut constater qu'à cette heure, ben, tant la guerre en Ukraine qu'au Moyen-Orient et principalement à Gaza, ben, c'est toujours un bain de sang et c'est loin d'être à l'arrêt. Il y a toujours des bombardements, ni d'un côté comme de l'autre, et ça ne semble pas être arrêté. Donc, sa première déjà motivation pour entrer à la présidence, ben déjà ça, jusqu'à présent, on attend toujours à la fin de la guerre et elle est loin d'être finie. Le deuxième point qu'on peut retenir, ben, c'est qu'il avait dit qu'il allait expulser énormément d'étrangers et au final, ben, on se rend compte qu'il en expulse beaucoup moins que ce qu'il avait annoncé. Le troisième point qu'il avait annoncé, c'est un audit et qui était plus qu'attendu sur le Pentagone, la CIA et la FED. Et au fond, ben, c'est passé sous silence, on n'en parle plus. Et le quatrième point dont il parle aussi, bien, c'est qu'il avait parlé d'équilibrer le budget et au fond, on n'en parle même plus. Il n'y a même pas de débat qui est ouvert à ce sujet-là. Ensuite, bien, il est en train de s'attaquer au Venezuela. Personne ne sait pourquoi. Il leur impose des droits de douane de 25% et on ne comprend pas très bien pourquoi il s'en prend à ce pays-là. Il n'en avait pas parlé pendant sa campagne électorale, mais apparemment, il a vraiment une dent contre ce pays-là. Et sixièmement, eh bien, il a un esprit un peu conquistador, si on peut dire, puisqu'il serait tenté d'aller reprendre le canal de Panama, mettre la main mise sur le Groenland et même de réintégrer le Canada comme 51e État américain. Est-ce que tout cela a vraiment un sens? Ben, on n'en sait rien. Et ça vient vraiment à l'encontre de son slogan qu'il avait émis pendant sa campagne électorale, qui était American First, les Américains d'abord, avec un esprit protectionniste, et le voilà plutôt parti dans un contexte d'annexion et d'expansion des États-Unis à l'encontre de ce qu'il avait prôné pendant sa campagne électorale. En conclusion, ben, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 100 jours de Trump et de tout ce qui se passe pour l'instant? Eh bien, c'est que en un mot, on pourrait résumer ça comme étant de la confusion totale. On ne comprend pas où il veut aller et quelle est sa position pour son mandat, pour ces années
de président à la tête de la Maison-Blanche, on ne voit pas très bien où il veut aller, et au fond, ben, il ne s'intéresse vraiment pas à ce qui se passe aux Américains, qu'il a dit American First. Ben, il ne s'intéresse pas au pouvoir d'achat, il ne s'intéresse pas à l'économie, à la récession, etc. Au contraire, il s'intéresse un peu à ce qui se passe plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de son pays. Alors, quels sont ses véritables objectifs? Ben, personne ne s'est dit. J'ai un petit peu fouillé et tout ce que j'ai trouvé, ben, suivant les observateurs, on a des théories évidemment différentes. Je vous les nomme. Ben, vous en ferez un petit peu votre choix personnel en fonction de vos sensibilités. Moi, je vous les énumère comme je les ai trouvés. Ben, certains suggèrent que le brouillard laissé par Trump dissimule en fait un accord secret de Mar-a-Lago. Ce serait un effacement de la dette et le lancement d'une nouvelle monnaie. D'autres, au contraire, pensent que les droits de douane ne sont en fait que des écrans de fumée destinés à semer le trouble dans le reste du monde et à provoquer encore plus d'instabilité. Et pour certains, eh bien, ça servirait aussi à vendre davantage de dettes, mais à des taux évidemment réduits, ou simplement à inonder la planète de dollars. Peut-être au final aussi, enfin moi c'est mon avis, il essaye de provoquer une guerre commerciale qui serait d'une grande ampleur et d'une grande échelle au niveau mondial, et le but poursuivi, ben, ça serait de créer artificiellement une récession mondiale, en partant du principe ben, qu'en provoquant une récession mondiale, ben, il y aura un grand perdant qu'il vise principalement, et pour moi le pays qui vise, eh bien, c'est la Chine. Et pour moi, cette théorie me semble assez bien correspondre à ce qu'on est en train de voir, parce qu'on vient juste ici ces derniers jours de voir une première correction en bourse. Certains disent qu'elle n'est que temporaire. Moi, je ne serais pas tout à fait certaine que ce n'est pas le début de quelque chose, d'un engrenage, et qui serait finalement lié à une crise de confiance, liée à une crise économique, aux tarifs douaniers, à la richesse papier qui est en train de se faire sentir aussi, et que la plupart des gens qui ont investi en bourse ben, sont en train de prendre leurs bénéfices, le temps que la bourse est encore dans ses maximums, et de se tourner vers des actifs où il y a une sécurité, et c'est principalement l'or, l'argent et les matières premières. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se protéger d'une inflation qui tend à arriver. On sait qu'elle va arriver début septembre 2025 et qu'elle va se poursuivre en 27 et principalement en 28, et qu'il va avoir également les effets des tarifs douaniers, des crises géopolitiques, etc. Et tout le monde prend ses bénéfices pour prendre son maximum d'argent et de rentrer dans des valeurs refuges lorsque celles-ci sont encore à des prix relativement acceptables. Et tout cela, pourquoi? Bien parce que tout le monde pressent une récession, et donc ça rejoindrait un petit peu la position que je viens de vous dire, la dernière, où il y aurait une sorte de manipulation pour obtenir une récession, je vais dire, provoquée artificiellement, tout simplement pour qu'elle touche l'ensemble du monde. Et pourquoi l'ensemble du monde? Parce que le principal adversaire à abattre au niveau commercial, eh bien, pour les Américains, le principal adversaire, eh bien, c'est la Chine, et c'est le candidat à écraser financièrement et économiquement, et donc le seul moyen d'y parvenir, eh bien, ça serait cette méthode-là, et ça serait corroboré par, évidemment, cette petite chute au niveau boursière qui a eu lieu cette semaine et qui est peut-être les prémices d'un début de récession et d'une crainte de la part des marchés financiers qui sont en train de se tourner vers des valeurs refuges avant que ça ne soit l'explosion d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et on peut dire que la guerre commerciale, ben, c'est pas un vain mot parce qu'elle existe déjà au fond. Elle existe déjà rien que par les tarifs douaniers. Il faut savoir qu'entre les États-Unis et la Chine, ben, les tarifs douaniers sont pour l'instant de 20%. Et donc, ça va avoir un impact certain au niveau mondial, et on risque d'avoir des alternatives, etc., et des techniques que les pays vont utiliser pour essayer d'éviter ces fameux tarifs douaniers.
Et on peut faire le rapprochement avec les années 1930, où déjà en 1930, il y avait également eu des tarifs douaniers et s'en était suivi la Grande Dépression. Et donc, comme on dit que l'histoire se répète toujours, eh bien, ça se pourrait bien qu'on revive un petit peu ce scénario 1930. Et tout cela, ben, ça risque de se terminer avec un dollar qui va être de plus en plus en difficulté. Or, quand les tarifs douaniers augmentent, eh bien, si on reprend théoriquement les contextes économiques et les règles économiques, eh bien, le dollar devrait augmenter puisqu'il est protégé. Or, ici, il est en train de diminuer. Ça voudrait dire donc que le dollar est en train de perdre de la vitesse, que les États-Unis ne sont plus ce qu'ils ont été et qui pourraient, dans un proche avenir, eh bien, avoir le même sort que ce qu'a eu la livre sterling, où finalement le livre sterling n'est plus été la devise mondiale commerciale, ça a été le dollar. Eh bien, le dollar aurait fait son temps également, il pourrait également disparaître. C'est une théorie qui est de plus en plus mise en avant. Et dans ce cas-là, bien, on se dit, ben, quelle serait l'alternative? Or, l'Europe, que l'on voudrait présenter comme un centre financier alternatif, ben, ça semble être peu probable. Pourquoi? Parce que l'Europe, elle est en dissension de plus en plus. Il n'y a plus de consensus au sein de tous les États. L'euro est en train de se fracturer de tous les côtés et le moteur de l'Europe, qui était l'Allemagne, eh bien, elle est un peu à l'instar des États-Unis. Elle est en train carrément de s'écrouler et d'être dans les difficultés. Et donc, c'est sûrement pas de là que va venir l'alternative. Tout le monde pense évidemment à la Chine, au yuan. Or là, ben, il y a un manque de confiance évident envers cette monnaie. Et donc, quelle sera la prochaine? Eh bien, la question reste ouverte. L'or et l'argent, évidemment, bien, ça reste la seule alternative pour l'instant qui est en dehors du pouvoir des États, puisque ça reste une matière première qui n'est pas soumise à l'intervention des États, qui est au-dessus des États. Et on en arrive même à dire actuellement, eh bien, que le prix de l'or et de l'argent, eh bien, ce n'est plus en fonction de la confiance que l'on a encore dans l'économie, dans les crises géopolitiques, etc. Parce que vous savez que c'est beaucoup lié à une question de confiance ou d'inquiétude que l'or se sous-évalue ou se surévalue. Eh bien maintenant, on en arrive de plus en plus à dire que leur prix devient fonction de la quantité d'achat par les banques centrales. Plus les banques centrales achètent, plus l'or se renchérit et l'argent également et les matières premières, et moins ils achètent et l'or commence à diminuer et on ne tient plus compte finalement de ce qui se passe au niveau macroéconomique. Et je terminerai en disant qu'il y a eu un événement un peu particulier ces derniers temps, c'est que on remarque de plus en plus que le rapport or-argent est en train d'augmenter. Vous savez que la normale, c'est aux environs de 40-60. Et pour l'instant, eh bien, on est passé à des chiffres assez hauts, puisqu'on est actuellement au-dessus des 90. On cartonne aux environs des 90, 91, 92. Et le plus grand que j'ai retrouvé au niveau historique, c'est 120, 130. Et donc, on n'est quand même pas loin d'arriver vers les 100. Donc, ça sera à analyser. Ce qui vient dire que soit c'est l'or qui est surévalué ou c'est l'argent qui est sous-évalué. Et histoire première que j'ai remarqué, eh bien, c'est que c'est pour la première fois, l'Inde n'achète plus uniquement de l'or pour sa réserve de son pays, réserve fédérale, mais qu'elle a commencé à acheter des lingots d'argent. Et cette année, eh bien, pour l'instant, sa demande en argent, eh bien, a augmenté de 37%. C'est une première, puisque l'Inde était vraiment un acheteur assidu à l'or. Et pour la première fois, eh bien, elle commence à acheter de l'argent. Et donc, il sera, à mon sens, bon que lors de l'une de mes prochaines vidéos, je m'intéresse un peu plus à l'or blanc. Voilà, pour le dire comme ça, c'est pas de l'or, c'est de l'argent, bien évidemment, vous l'aurez compris. Eh bien, l'or et l'argent, qui sont évidemment indépendants de toute autorité extérieure, y compris des gouvernements, et ne sont soumis à aucune pression, eh bien, ça fait un peu opposition avec
une matière qui est numérique et qui est bien connue surtout des jeunes, c'est les crypto-monnaies. Eh bien, les crypto-monnaies, ce sont des monnaies qui, à un moment donné, sont numériques et ont fait concurrence à l'or parce qu'ils étaient également considérés être extérieurs à tout gouvernement et à être autonomes et indépendants. Et d'ailleurs, on le considérait comme une alternative à l'or et beaucoup ont acheté les deux ou ont même liquidé de l'or pour acheter des crypto-monnaies. Et comme vous le savez, eh bien, Trump est un passionné de crypto-monnaies. C'est évidemment quelqu'un qui adore les investissements et qui est un trader passionné d'ailleurs. Hein, c'est comme ça qu'il a fait un petit peu fortune. Eh bien, il veut, dans sa conception, lier le dollar à une crypto-monnaie dirigée par quelques privilégiés et soutenue par un gouvernement. Alors là, ça commence quand même à poser problème parce que s'il venait jamais à créer sa réserve fédérale par des crypto-monnaies, eh bien dans ce cas-là, son but, ce serait finalement que les crypto-monnaies ne soient plus autonomes et extérieures au gouvernement, mais qu'ils soient gérées par quelques personnes privilégiées qui, sous la domination d'un gouvernement, et donc les crypto-monnaies perdraient finalement leur autonomie et leur séparation des pouvoirs centraux des gouvernements. Et en fait, il est en train de créer ce petit phénomène-là en regroupant des crypto-monnaies comme le Bitcoin, le Ethereum, etc., et qui fait acheter par des membres de sa famille, etc., avec certains privilégiés, etc. Pour, bon, ben finalement, tout cela, même par les simples annonces qu'il a fait, ça fait augmenter le Bitcoin qui a augmenté très rapidement, rien que par une simple annonce. Et finalement, par ces simples annonces, il fait monter ou descendre tout simplement ces fameuses monnaies numériques. Et s'il était tout simplement dans un monde financier en bourse, eh bien on appellerait ça du délit d'initié tout simplement parce que il a conflit d'intérêts. Et il est en train de pousser dans cette tendance-là. Et au fond, on peut même aller jusqu'à se poser la question juridiquement parlant, est-ce qu'un gouvernement comme n'a pas pouvoir d'intervenir dans ce type d'action. En effet, un président n'a pas autorité pour créer une nouvelle monnaie, pour adosser des crypto-monnaies au dollar ou tout simplement, par exemple, comme on en a parlé tout à l'heure, vendre des réserves d'or quand il en a envie, selon son beau vouloir. Il est quand même soumis au gouvernement et il doit quand même avoir l'aval des pouvoirs centraux qui existent aux États-Unis. C'est pas lui qui a tous les pouvoirs et donc il doit s'en remettre et voir si la législation permet ou non de faire ce qu'il est en train de faire. Et là, on tombe un petit peu dans une drôle de situation et on pourrait légitimement se poser la question de savoir est-ce qu'il est en droit de faire ce qu'il est en train de parler. Ça devient finalement des monnaies numériques qui sont à la merci des États, qui peuvent en faire ce qu'ils veulent, faire rendre la monnaie volatile à leur bon vouloir, à le faire monter et descendre, juste par un simple effet de télévision, de médias, etc. Et donc, pour moi, les valeurs numériques eh bien, entrent dans une nouvelle ère qui sont de plus en plus à la merci des gouvernements et non plus leur autonomie et leur indépendance comme l'or et l'argent, les matières premières qui existent depuis de nombreuses années et de nombreux siècles dans le monde. Voilà, je vous dis à bientôt.